Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier webinaire sur la gestion des risques liés aux légionnelles dans les tours de refroidissement organisés par GL Biocontrol. Donc tout d'abord, je me permets sur cette première minute de présentation pour vous remercier sincèrement tous d'être présents, aussi nombreux, ça nous fait beaucoup plaisir. Remercier aussi nos partenaires d'Alkia, BWT ainsi qu'Eger qui va participer à la présentation de retours d'expérience sur la gestion des risques légionnels dans les tours de refroidissement. L'objectif de ce webinaire est forcément de ne pas remplacer la formation sur la gestion du risque légionnel, là, je parle de la formation réglementaire, mais vous apporter un petit plus sur la compréhension des écosystèmes liés au développement des légionnelles dans les tours de refroidissement. Évidemment, pendant ces 30 minutes, nous n'allons pas pouvoir faire quelque chose de très exhaustif. On va poser les bases et nous vous reproposerons très certainement un prochain rendez-vous dans les prochains mois pour aller un petit peu plus loin sur le sujet. Ce webinaire va être enregistré, donc vous recevrez prochainement un lien voilà, pour aller télécharger et pour pouvoir partager cet événement. J'attaque donc, si je peux passer. Ah, il y a des gens qui arrivent encore. Je peux passer les diapos. Alors, donc, juste très rapidement pour présenter GL Biocontrol pour ceux qui ne nous connaissent pas. Nous sommes une société qui est spécialisée en gestion des risques liés à la microbiologie dans les eaux. Nous sommes organisés autour de 4 domaines d'activité, la fabrication et la vente de kits d'analyse, la réalisation d'expertises sur le terrain comme des analyses de risques, des diagnostics microbiologiques, des formations sur la partie réglementaire sur le risque Legionella et enfin, le dernier domaine d'activité, sur la réalisation de projets de recherche et le développement de produits innovants. Nous sommes localisés sur 5 villes en France, le siège social étant à Clapiers. Nous avons une présence sur Lyon, Maxéville, Lille ainsi que Rennes. Et nous partageons le territoire grâce à 15 collaborateurs de l'équipe administrative, experts, formateurs, de la production et l'équipe commerciale. Nos principaux marchés, vous le savez plus ou moins, c'est l'eau potable, l'eau de refroidissement et quelques marchés en développement comme les eaux chaudes sanitaires, les blanchisseries, les process papetiers et les piscines. Nos clients, des industriels, des sociétés d'exploitation, des traiteurs d'eau que vous connaissez très certainement tous ici, qui travaillent sur la gestion du risque lié aux légionnelles dans les tours de refroidissement. Voilà pour la petite présentation. Nous allons entrer désormais dans le vif du sujet. Nous essaierons de consacrer une dizaine de minutes pour répondre à vos questions sur le sujet. Si nous sommes un petit peu pris par le temps par rapport au nombre de questions, n'hésitez surtout pas à laisser votre question dans les commentaires ou dans le Q&R. Nous y répondrons très prochainement, certainement dans l'après-midi ou tout au plus en début de semaine prochaine, directement par mail ou éventuellement par téléphone. J'attaque la présentation donc sur l'analyse de l'émergence d'un risque microbien. Nous devons déjà poser les connaissances. Alors, j'ai choisi quelques petits points pour vous. Donc déjà, la bactérie Legionella est une bactérie qu'on dit ubiquitaire des eaux de l'environnement. Vous allez la retrouver partout. Dès qu'il y a une eau douce, on va retrouver Legionella. Elle est naturellement présente dans les eaux douces. Donc ça veut dire qu'elle est présente dans les lacs, les rivières, les systèmes de brumisation, les eaux potables, etc. Donc cette bactérie, vous la buvez tous les jours. Elle est présente dans votre eau de robinet. Là, il faut comprendre que cette bactérie va s'inviter dans votre système de refroidissement par le biais de l'eau d'appoint. Ça, c'est quelque chose, c'est un point sur lequel on va vraiment s'attarder. Il existe des cas très rares, évidemment, d'ensemencement du circuit via le flux d'air, mais encore, ici, ce sont des cas très rares d'intercontamination des tours. Hein, lorsque j'entends que c'est la tour du voisin qui m'a contaminé, j'essaye de rationaliser un petit peu l'idée et d'aller plutôt vers une réflexion sur la qualité de l'eau du circuit de mon client ou éventuellement celle de l'eau d'appoint. Lors de conditions d'environnement défavorables ou dans les eaux froides, les légionnelles se multiplient dans des organismes plus complexes qu'une bactérie. On parle des amibes, on parle des algues, on parle des cyanobactéries et on parle globalement de multiplication intracellulaire.
La croissance est particulièrement importante dans les biofilms. Ce sont dans ces structures que l'on va retrouver la plupart des légionnelles dans un écosystème de circuits de refroidissement. Ces biofilms, vous le savez, puisque vous avez très certainement vu la formation sur la gestion du risque légionnel, ils sont favorisés par la présence de tartre, la présence de corrosion, la présence d'éléments qui favorisent, on va dire, l'accroche des bactéries et le développement du biofilm. Cette prolifération, point très important, et ça va être un gros sujet sur cette présentation, n'est pas systématiquement accompagnée d'une capacité à cultiver. Vous allez comprendre au travers des différentes slides que cette bactérie est extrêmement capricieuse à cultiver. Nous allons l'observer souvent sous forme non cultivable, c'est-à-dire que la bactérie est présente dans votre circuit, mais passe en dessous des radars du contrôle réglementaire. Et pour finir, l'écosystème des tares fluctue très largement en fonction d'événements perturbateurs, qu'ils soient induits et subis. On parle là des traitements, on parle de l'exploitation, on parle de la qualité de l'eau, de l'air, etc. Nous allons désormais introduire la notion d'état des bactéries. Et cette première notion qu'on va apporter, c'est la bactérie viable. Vous allez trouver cette bactérie dans votre système de refroidissement sous deux formes. La forme viable, cultivable, qui va être détectée par les méthodes culturables, on va dire les méthodes normalisées, réglementaires, comme sur le milieu GVPC pour les tours de refroidissement, les légionnelles dans les tours de refroidissement, les milieux PCA, R2A pour la flore revivifiable, et aussi, deuxième forme, la forme viable mais non cultivable qu'on va appeler VBNC. Cette forme passe, comme je l'ai dit tout à l'heure, en dessous des radars de la réglementation. On va utiliser des méthodes de biologie moléculaire comme de la TP-métrie ou de la QPCR qui va permettre d'avoir un accès à ces résultats et cette quantification des bactéries non cultivables. Ces bactéries ont néanmoins un potentiel de culture, c'est-à-dire que la bactérie non cultivable peut redevenir cultivable à un moment donné suite à un passage au travers d'une amibe ou d'un biofilm, par exemple. La bactérie morte, on ne va pas s'attarder dessus, c'est une bactérie qui ne nous intéresse pas, l'acte de décès est prononcé, la membrane est ouverte, les matériels génétiques, l'ADN, l'ATP sont libérés. Cette bactérie ne va pas cultiver et ne va pas être détectée à partir des méthodes de biologie moléculaire. La bactérie cultivable, ben, comme son nom l'indique, ce sont les bactéries qui vont bien vouloir cultiver sur des milieux de culture. Ce sont ces bactéries-là qui sont visées par la réglementation. Nous allons dénombrer des bactéries qui veulent bien cultiver sur un milieu donné, à une température donnée et pendant un temps d'incubation donné. Donc, tous ces facteurs, en fait, vont engendrer une limite, on va dire, à la cultivabilité de la bactérie. Les méthodes de détection, ce sont les méthodes d'ensemencement sur des boîtes de pétri, sur PCA, R2A, GVPC, etc. La bactérie que l'on appelle donc non cultivable, ces bactéries, elles ne cultivent pas sur une boîte de pétri, hein, selon les conditions appliquées. On parle du milieu, qu'il soit sélectif ou non sélectif, la température d'incubation, le temps d'incubation, elles passent réellement sous le radar du contrôle réglementaire. Pourtant, ces bactéries, elles sont bien présentes. Legionella, elle a un pourcentage d'état viable mais non cultivable dans un système assez important. On parle parfois de jusqu'à 90% des légionnelles qui sont présents dans votre système, mais qui ne veulent pas cultiver. Leur quantité est très variable dans le temps selon l'état de stress. Ces bactéries vont être stressées à cause de la présence de biocides, une haute température ou parfois une basse température, la pression osmotique, les milieux qui sont très oligotrophes. Donc, vous voyez que l'incertitude quant à la culture est très importante, en fait. Ce sont ces états de stress qui va engendrer un blocage de la cultivabilité. Le ratio du coup viable-cultivable sur viable-cultivable plus VBNC peut varier, vous l'avez compris, de 0 à 100%. Les extrêmes sont évidemment très rares, on va dire. Donc, nous sommes là aussi pour vous aider à rétablir des croyances qui sont erronées. Le delta mesuré entre les techniques de biologie moléculaire et les méthodes culturales ne correspond pas à des bactéries mortes, mais à des viables, mais non cultivables. C'est vrai que c'est une croyance qui perdure depuis des dizaines d'années, depuis les années
fin 90, début 2000, quand on a commencé à voir arriver la qPCR sur les systèmes, où on s'est dit, ben voilà, le delta entre la culture et la PCR, ce sont des mortes. Non, ce sont juste des bactéries donc de type légionnel qui sont viables, mais non cultivables. Voilà. Les 6 étapes de l'émergence du risque microbiologique. Comment ça se passe? Alors, tout d'abord, on a parlé de l'eau d'appoint. Évidemment, vous allez introduire des nutriments, des bactéries, potentiellement, on va dire, de type légionnel, hein, des bactéries potentiellement dangereuses, on va dire, par le biais de l'eau d'appoint. D'accord? Donc ça, c'est un point important. Il n'y a pas de génération spontanée à l'intérieur de vos systèmes de refroidissement. Donc les bactéries qui rentrent sont par le biais de l'eau d'appoint. Ces bactéries, en fait, vont venir se fixer sur les parois et développer progressivement le biofilm. Donc, on parle des parois, des surfaces des canalisations, des surfaces des bacs, etc. On établit ainsi un écosystème favorable avec derrière une augmentation des légionnelles sessiles, c'est-à-dire celles qui sont présentes dans le biofilm. Elles y sont bien dans le biofilm, donc du coup, elles vont se développer, se multiplier et passer progressivement par ce qu'on appelle le relargage planctonique euh, à l'intérieur de l'eau circulante. Dans cette phase-là, en fait, Legionella est toujours à l'état non cultivable. Donc c'est pour ça que vous voyez à gauche de votre écran que nous atteignons à ce moment-là l'acceptabilité réglementaire. Jusqu'à là, elle passe en dessous des radars. Au-dessus, nous avons un passage à l'état cultivable des légionnelles planctoniques et c'est là où votre contrôle réglementaire, selon la norme NFT 90-431, va permettre de détecter et de quantifier vos légionella cultivables. Alors, il faut justement introduire ces fondamentaux dans l'analyse méthodique des risques. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'une analyse méthodique des risques n'est pas simplement une revue documentaire. D'accord? Elle doit apporter une technicité, tant au plan chimie de l'eau, tant au plan physico-chimie qu'au plan microbiologie. Donc là, je vous ai mis quelques exemples, c'est vraiment pas exhaustif, c'est des axes de réflexion, on va dire, mais posez-vous les bonnes questions au fil de l'eau, c'est-à-dire, voilà, mon eau d'appoint, est-ce que j'ai une ressource qui est chargée en légionnel? Donc pour ça, je peux faire une analyse pour me permettre de savoir si oui ou non j'ai une quantité importante qui rentre par le biais de mon eau d'appoint. Est-ce que j'ai des éléments de réseau qui entraînent une augmentation de la charge microbiologique? Est-ce que j'ai une température de l'eau d'appoint qui est favorable au développement? Pour aller un petit peu plus loin, donc dans le circuit, au niveau du développement du biofilm et de l'établissement d'un écosystème favorable aux légionnelles, là, je me pose des questions sur le choix du biocide, la présence des bras morts, etc. Donc ça, c'est un petit peu plus, je vais dire, classique. Néanmoins, il faut aller un petit peu plus loin que seulement le fait de valider la présence ou non d'un biocide ou d'un biodispersant. Est-ce que ces produits sont adaptés, on va dire. Et enfin, au niveau de l'accroissement des légionnelles dans un circuit, est-ce que j'ai un dévésiculeur qui fonctionne mal, qui est déplacé, qui est cassé? Est-ce que j'ai la présence de protozoaires dans le circuit? Voilà, ce sont des axes de réflexion que vous devez intégrer dans votre analyse de risque. On est bien là avec une analyse de risque sur un risque microbiologique, d'accord? Et pas documentaire ou potentiellement chimique. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir mettre en place, à partir des conclusions de l'analyse de risque, et ça, c'est une demande de la part de l'arrêté ministériel du 14 décembre 2013, des barrières qui permettent de limiter l'apparition de ce risque, hein, l'apparition du risque soit de prolifération légionnelle ou de dissémination dans l'environnement de l'installation. Donc, pour cela, voilà, on met des barrières à chacune des phases en fait, du développement. Donc, on met en place une analyse de risque pertinente, une stratégie de traitement adaptée, raisonnée et justifiée qui va être validée et critiquée par l'analyse de risque, un plan de maintenance et d'entretien adapté, et surtout et aussi, et c'est là-dessus qu'on va appuyer, un plan de surveillance microbiologique conditionnel, c'est-à-dire que si j'ai une dérive de mon installation, de mon écosystème, qu'est-ce que je dois mettre en place, comment je vais réagir face à cette dérive. On passe maintenant sur la troisième partie, les principaux outils analytiques disponibles pour optimiser la gestion du risque. Alors effectivement, je n'ai pas assez de temps pour vous faire quelque chose d'exhaustif. J'ai choisi des outils qui sont largement répandus sur le marché, je vais dire, hein. Euh, L'objectif,
les objectifs pardon, et la méthode de cette mise en place de biosurveillance, c'est réellement d'anticiper une dérive de l'installation de refroidissement qui peut aboutir à un contrôle positif lors du contrôle réglementaire en légionnel. Il est là pour vous aider à anticiper une dérive de la microbiologie dans le circuit. Donc, du coup, le choix de l'indicateur de surveillance va se porter sur une technologie fiable. Évidemment, vous allez vous servir de cet indicateur pour réagir, choisir des actions correctives s'il y a une dérive, etc. Le coût est très important parce qu'on va vous demander de faire des analyses régulières pour pouvoir anticiper. Donc, si c'est une analyse qui commence à coûter 200-300 balles, ce n'est pas la peine. On va chercher un coût raisonnable. Et la facilité de mise en œuvre. Pourquoi la facilité? Parce que bien souvent, les personnels qui réalisent ces analyses ne sont pas toujours laborantins. Ce sont des techniciens de maintenance. Donc, du coup, sans discriminer ces personnes, parce qu'on en a besoin et c'est elles qui vont faire ces suivis, il faut une analyse simple et facile à mettre en œuvre sur le terrain. Voilà, pour réaliser ces fréquences suffisamment élevées pour prévenir la dérive. Alors, maintenant, pour vous présenter quelques types d'analyses, on va dire, indicateurs, déjà la lame gélosée, elle est largement répandue. Hein, on la croise très, très souvent. C'est une méthode qui permet de rechercher et dénombrer les germes revivifiables sur une languette gélosée. Vous allez cultiver les bactéries sur un milieu de PCA à 22 ou 36 degrés. Le coût de l'analyse est hyper intéressant puisqu'on est autour de 1,50 € à 4 €. Les avantages, ben, vous l'avez compris, hein, c'est une mise en œuvre qui est extrêmement facile et rapide. En quelques secondes, vous avez fait le prélèvement, vous avez ensemencé, vous avez passé à l'étude. La lecture sera de la même manière très rapide. Le coût du test est très intéressant, de 1,50 € à 4 € et ça reste un test de terrain. Il y a des inconvénients là-dessus, c'est-à-dire qu'on reste sur un test qui est semi-quantitatif avec un temps de réponse de 48 à 72 heures. On ne peut pas réagir tout de suite face à ce résultat d'analyse. Et un point qui est hyper important, on a besoin d'une étude suivie et calibrée. Lors de nos contrôles, on observe toujours, et je pense que vous l'avez tous vu, des deep slides qui sont posés sur les bureaux, sur les chauffages, dans la voiture. Non, il faut une étude. Si vous voulez avoir une analyse à minima représentative, il vous faut une étude. Le volume d'eau qui est peu répétable, à peu près 1 millilitre, et on ne dénombre ici que les germes cultivables. L'ATP-métrie de première génération, elle est plutôt pas mal répandue aussi pour le suivi des tours de refroidissement. C'est une méthode qualitative au format stylo qui permet en fait de mesurer une quantité d'ATP émise par une réaction de bioluminescence. L'unité de mesure, c'est le RLU, Relative Light Units, et le coût du test est franchement relativement abordable entre 3 € et 9 €. Les avantages, c'est que là aussi, c'est une mise en œuvre facile et rapide. En quelques secondes, vous avez fait l'analyse et vous avez le résultat. C'est un test de terrain qui coûte peu cher. Ça reste un test qualitatif avec une unité de mesure un peu pertinente. Le RLU, comment est-ce qu'on l'interprète? C'est un peu compliqué parfois. Il n'y a pas de discrimination la plupart du temps de l'ATP libre. Cet ATP libre est issu des bactéries soit mortes ou en phase de lyse. Donc, du coup, ce sont des bactéries qui ne nous intéressent pas. Avec un volume d'eau analysé peu représentatif et peu répétable, 100 microlitres, c'est pas grand-chose, un seuil de détection élevé et il est impossible surtout de tester en fait la qualité des réactifs. D'accord? Si vous avez un réactif qui est mort, il va vous donner un résultat 0 et vous serez incapable de détecter si oui ou non votre réactif est bon ou pas. L'ATP-métrie quantitative, c'est la dernière génération d'ATP-métrie. Ici, on va mesurer une quantité d'ATP, là on est vraiment sur du quantitatif, intracellulaire, c'est-à-dire l'ATP qui est présent dans les cellules en bon état, donc bien vivantes. On quantifie la flore totale ou la biomasse totale, quel que soit l'état dans lequel elle se trouve. On va parler en unité de mesure du picogramme d'ATP par millilitre ou l'équivalent bactéries par millilitre. Le coût du test, il est relativement faible aussi, on est entre 8 et 12 €. Les avantages, c'est une mise en œuvre facile et rapide. 2 minutes, vous avez fait l'analyse et vous avez le résultat. On a une quantification de la flore totale. C'est un test de terrain avec un seuil de détection faible. On utilise justement pour répondre aux problématiques de la première génération une solution de calibration qui va permettre de rendre un résultat juste, c'est-à-dire que si j'ai une action de ma matrice analysée
sur mon activité enzymatique, je vais le détecter et je vais le corriger. Et le coût du test reste assez bas. Les inconvénients, ça reste un test qui est non spécifique, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir détecter la présence spécifique de Legionella, Pseudomonas, Escherichia coli ou autre. Et il faut une certaine rigueur dans l'analyse, c'est-à-dire qu'on va apporter une formation à la technique de mesure et une rigueur dans tout le processus d'analyse. Et pour terminer, la quantification des légionnelles par QPCR, selon la norme NFT 90471, pardon, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est une méthode qui permet de quantifier de manière fiable et rapide Legionella SPP et ou Pneumophilia, selon une norme, quel que soit l'état dans lequel elle se trouve, qu'elle soit cultivable ou non cultivable, mais attention, bien vivante, et quel que soit le compartiment dans lequel elle se trouve, si elle est libre, à l'intérieur d'une amibe ou à l'intérieur d'un biofilm. L'unité de mesure, c'est l'unité génome par litre, et le coût du test est un petit peu plus élevé, hein, on en est conscient, entre 50 et 100 euros l'analyse. Par contre, là aussi, on a un lieu d'analyse qui n'est plus sur le terrain, on est en laboratoire. Les avantages, c'est qu'on a vraiment une quantification spécifique du germe recherché avec des résultats fiables et rapides entre 4 et 48 heures. La quantification du germe, quel que soit le compartiment et l'état physiologique dans lequel il se trouve. Les inconvénients, ça reste une technique de laboratoire, donc pas un accès direct sur le terrain aujourd'hui. Le coût de l'analyse qui est plus élevé que les autres, entre 50 et 100 euros, et la difficulté, bien sûr, de fixer les seuils de réaction. Aujourd'hui, vous devez très certainement être accompagné pour fixer ces seuils. D'ailleurs, aujourd'hui, le ministère n'a pas su mettre en place des seuils pour permettre le remplacement de la culture par la PCR. Je pense, personnellement, c'est un avis personnel, que ça bloque à ce niveau-là. Donc, juste pour positionner ces différentes techniques d'analyse, la flore viable totale va être mesurée par l'ATP-métrie quantitative, des techniques comme la cytométrie, comme la QPCR, flore totale, etc. À l'intérieur de cette flore viable, il y a une flore viable cultivable qui va être détectée par les méthodes DeepSlide, Esicle, PCA, qui va représenter, grosso modo, si on veut lancer un chiffre, autour de 10%, on va dire, de la flore totale. Les légionnelles totales qui sont mesurées par la QPCR, selon la norme NFT 90471, et là-dedans, vous avez les légionnelles cultivables qui sont mesurées par la méthode réglementaire, la norme NFT 90431. Donc, pour faire un point, c'est sur le passage à l'état cultivable des micro-organismes. Ce passage à l'état cultivable, c'est un phénomène qui est non maîtrisé et souvent spontané. C'est pour ça que des fois, vous avez un résultat inférieur au seuil de détection pendant très longtemps et d'un coup, boum, ça explose. On peut avoir un résultat positif en culture, parfois supérieur au seuil limite. Et aussi, c'est une modification en fait, d'un facteur biologique ou physico-chimique qui entraîne ce passage à l'état cultivable des micro-organismes. Tout ça pour répondre aussi à la réglementation, parce que vous devez construire un plan de surveillance qui va préciser tous les indicateurs du suivi visuel, les indicateurs du suivi sous mise à enregistrement et surtout les indicateurs du suivi analytique, physico-chimique et microbiologique. Dans l'arrêté ministériel, c'est bien demandé, on doit avoir un indicateur microbiologique pour surveiller ces tours de refroidissement. Vous construisez ensuite un petit tableau comme c'est un exemple, comme vous avez en dessous, ça peut être aussi bien entendu dématérialisé au travers d'une GMAO. Vous avez la liste des indicateurs, les points de contrôle, la fréquence, le responsable de l'analyse, est-ce que c'est le traiteur d'eau, la société de maintenance, le client final éventuellement, la cible, la limite et surtout, n'oubliez pas, l'action corrective proposée. C'est-à-dire que si on a une dérive de mon indicateur, qu'est-ce que le technicien va déclencher comme action corrective? Voilà, ça c'est hyper important pour revenir dans les clous. Une petite étude de cas très rapide. Cette étude de cas, elle a été faite sur une installation de refroidissement à partir d'analyses d'ATP métrique quantitative. On voit dans la phase numéro 1 une dérive progressive et assez rapide de l'écosystème. Vous voyez que la charge microbiologique liée à l'écosystème de la tour de refroidissement est en train de dériver. Pourtant, pendant cette phase, on n'a pas de contrôle positif en culture, mais on la détecte par PCR et par ATP. La deuxième phase que vous avez là, nous avons eu un dépassement du seuil de 100 000 Legionella pneumophilia. On a obtenu ici 1 800 000. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un changement de stratégie de traitement au moment où on a débuté ce suivi.
On avait un DBNPA qui était injecté en discontinu dans cette installation et on voit que cette molécule active n'avait aucun effet, ou en tout cas le mode d'injection n'avait aucun effet sur l'écosystème de la tour de refroidissement. C'est pour ça que ça aboutit à un dépassement réglementaire. La troisième phase, le traiteur d'eau essaye d'autres molécules. Par contre, il veut rester sur une molécule non oxydante. Donc là, on essaye le glutáraldéhyde, on essaie l'isothiazolone, à l'époque on pouvait le THPS, et vous voyez à chaque fois que l'écosystème se restructure et revient à un niveau plutôt assez élevé. Quatrième phase, on dit on arrête les non-oxydants, on part sur une stratégie de traitement par injection de biocides oxydants continus, et c'est là où on a réussi à maîtriser la charge microbiologique et à stabiliser le signal. Voilà. Et paradoxalement, c'était ce type de stratégie de traitement qui était appliquée avant l'arrivée du nouveau traiteur d'eau, donc avant la phase numéro 1. Voilà pour la petite étude de cas qui me semblait très intéressante à vous présenter. Pardon. Et dernière slide pour moi, après je laisserai la parole à Maria Buchstalder de la société Dalkia. Donc pour aller plus loin, sachez que l'association Aquanova, qui est située dans la région Grand Est, a diffusé un guide sur la gestion microbiologique et technique des tours de refroidissement. Il a été coécrit à partir de la collaboration de 12 sociétés expertes dans le domaine et vous y trouverez tout un tas d'informations, des bonnes pratiques, des états des lieux des connaissances, un focus sur les normes, les outils disponibles, etc., qui peuvent vous aider justement à correctement gérer vos installations. Et tous ces éléments ont été lus et critiqués et validés par l'ADREAL ainsi que le ministère de la Transition écologique. Je vous remercie pour votre attention et je laisse désormais la main à Marie-Ève qui va vous présenter le premier retour d'expérience chez Dalkia. Bonjour, merci Nicolas. Merci GL Biocontrôle de m'avoir invité à ce petit webinaire. Alors attendez, hop, je mets la présentation en cours. Est-ce que vous voyez quelque chose? Oui. Bon, ben c'est parfait. Formidable. Oui. Alors, je vais vous faire un petit retour d'expérience qui est tout récent. Je voulais quelque chose qui soit un petit peu dans le vif de l'actualité. Donc, vous allez voir, on n'a pas un suivi aussi long que celui que Nicolas a présenté sur les différents changements de traitement. Moi, je voulais vous parler de comment on peut rassurer nos clients lorsqu'on leur demande de changer des éléments de leur stratégie de traitement. Alors, attendez, il faut que je puisse faire passer la slide. Ouais, c'est bon. Voilà. Donc, pourquoi est-ce que on est de temps en temps obligé de proposer des changements de stratégie? Tout d'abord parce que, encore, on voit sur certains sites des stratégies qui ne sont pas réglementaires, hein, sachant que depuis 2013, effectivement, il est demandé de faire un traitement par du biocide oxydant avec suivi de résiduels, hein, et encore sur un certain nombre de sites, on voit des injections de choc de biocides non oxydants, comme seul traitement, parfois même, hein. Je croyais qu'on n'en voyait plus, mais si, on en voit encore de temps en temps. Et on a aussi, depuis le début de cette année, des demandes de la part des DREAL auprès de nos clients pour supprimer l'usage notamment des isothiazolones, hein, comme traitement choc, alors hebdomadaire ou mensuel, hein. Et effectivement, à la fois pour préserver les ressources et éviter des rejets nocifs, hein, et aussi parce que les isothiazolones ont quand même un impact sur les utilisateurs avec des problématiques d'allergisation cutanée ou respiratoire. Eh bien, il est de plus en plus recommandé de supprimer ces biocides non oxydants. Alors, quand on arrive et qu'on leur dit à nos clients que la stratégie, certes, ça fait 20 ans qu'elle est en place et qu'il n'y a jamais eu de problème,
entre guillemets, eh bien, ils sont très fébriles, ils sont inquiets, ils ne veulent pas risquer d'arrêter leur process parce qu'on va aller tout bousculer dans leur stratégie. Et donc là, pour moi, l'important, c'est de montrer aux clients que l'on peut mettre en place des indicateurs qui nous permettent d'accroître notre vigilance sur ce qui se passe en termes de microbiologie dans nos circuits et qui nous permettent surtout d'être réactifs. Et c'est en ça que moi, j'ai adopté effectivement l'ATP-métrie quantitative depuis un certain nombre d'années, parce que justement, test de terrain à faible coût, utilisable par nos équipes de techniciens et qui permettent effectivement de pouvoir réagir rapidement. Alors, on verra à la fin que parfois, il ne faut pas trop réagir rapidement. En tout cas, ça permet effectivement à nos équipes d'avoir un second indicateur microbiologique et de ne pas se poser uniquement sur les analyses réglementaires légionnelles qui arrivent 10 jours après avoir fait les prélèvements. Alors, juste, je voulais vous présenter le site en question. Il s'agit d'une grosse IRDEFA avec un volume de 650 mètres cubes qui dessert un certain nombre de process chimiques. Donc, sur ce circuit, on a 3 tours pour une puissance d'évacuation de froid à 35 mégawatts. On a un débit de circulation de 2800 mètres cubes par heure et une consommation d'eau. Alors, si on la rapporte à l'heure, c'est entre 40 et 50 mètres cubes heure, mais au final, sur une année, ça représente 430 000 mètres cubes, ce qui est assez conséquent. Et la majeure partie de cette eau passe dans l'évaporation. Alors, ce qui est mis en place sur ce site, donc on a un biocide oxydant, Javel, qu'on régule à peu près à 5 ppm. On a une régulation du pH par de l'acide sulfurique parce que, vu les débits et les consommations d'eau, il est compliqué de mettre en place un adoucissement de l'eau. Donc, régulation du pH était le plus simple pour maîtriser aussi les risques d'entartrage. Il y a l'application d'un anti-corrosion, anti-tartre sur la pointe avec un suivi du résiduel qui permet de faire des ajustements quand on n'en a pas assez. On a du biodispersant qui est aussi injecté selon la pointe, donc un traitement biodispersant en continu. Et puis un choc mensuel d'isothiazolone, un bon shoot de biocide non oxydant une fois par mois. Et actuellement, le taux de concentration sur cette IRDEFA est de 6, ce qui est plutôt très bien parce que malheureusement, on a encore plein de tours qui tournent autour de 2 de taux de concentration. Donc, ils ont beaucoup travaillé aussi sur les économies d'eau, mais on voit qu'il y a encore une consommation énorme. Et donc, du coup, oui, non, je reviens là-dessus plus tard. En termes de suivi, actuellement, on a un dispositif qui permet d'avoir des enregistreurs en continu d'un certain nombre de paramètres physico-chimiques, pH, conductivité, les débits, les consos, la corrosion. La corrosion est suivie par sonde corataire et par des coupons de corrosion. Et puis, le traiteur d'eau passe une fois par mois. Il fait notamment des mesures d'ATP une fois par mois. Et puis, il y a le suivi journalier de l'équipe d'Alkia avec un certain nombre de paramètres aussi qu'il contrôle. Et encore une fois, on a le suivi réglementaire habituel pour la 29-21, c'est-à-dire les analyses mensuelles, les JO, plus les analyses sur l'eau d'appoint et sur les rejets trimestriels et annuels. Donc là, on est sur un circuit où finalement, bon an, mal an, avec un certain nombre d'ajustements, de modifications des gammes de produits, les optimisations des consignes, les optimisations des suivis, on considère que c'est un circuit qui est maîtrisé, où tout va bien. Alors, il y a quelques petites apparitions de légionnelles, qui est plutôt pas étonnant, mais ce qui est amusant, c'est que c'est toujours à peu près fin avril, début mai. Un petit sursaut de légionelles qui apparaissent dans l'eau en circulation, autour de 100-500 UFC par litre, ce qui est complètement maîtrisable. Alors, en 2023, notre client nous demande, pour rentrer dans son process qualité, de faire une évaluation de notre gestion des IRDEFA par rapport aux meilleures techniques disponibles.
Et donc, parmi toute la liste de ce qu'il faudrait voir appliqué sur cette IRDEFA, il apparaît que le choc d'isothiazolone mensuel, ce n'est pas la meilleure pratique. Il faudrait qu'il n'y ait pas de choc de biocide non-oxydant. Mais donc le client nous dit quand même que voilà, il est un peu fébrile à l'idée de lâcher ce traitement. Et puis en printemps 2024, l'Adréal, comme sur un certain nombre de sites, nous demande de supprimer les BNO. Donc là, c'est une injonction de l'Adréal, on n'a pas trop le choix. Pour 2026, il ne faut plus qu'on ait de BNO sur notre circuit. Là, le client s'inquiète réellement et donc ce que l'on propose, c'est effectivement de mettre en place un suivi par ATP-métrie, donc amener un second indicateur microbiologique qui nous permet d'avoir plus de réactivité et de suivre effectivement l'efficacité du traitement biocide sur la flore globale du circuit. Donc, on demande à GL Biocontrol d'équiper et de former notre équipe. Et voilà, on décide de mettre en place ce suivi régulier pendant plusieurs mois en amont du changement de la suppression du choc mensuel, histoire d'établir une ligne de base. Bon, vous savez bien que entre ce qu'on dit et la réalité du terrain, c'est pas toujours exact. Donc là, je vous donne les courbes que l'on a aujourd'hui. Finalement, la mise Il en te place reste de une la... petite minute, Marie-Ève. Oui, Excuse-moi. oui, je me dépêche. Donc, alors, sur la mise en place, on met beaucoup plus de temps à mettre en route le suivi ATP métrique, ce qui fait que ça commence déjà au mois de novembre. Les équipes ont du mal à se faire à l'idée de faire ces analyses en plus. Ils sont plutôt habitués à la chimie ou à la mesure physique, mais la mesure de la microbiose, c'est compliqué pour eux. Voilà, là où on leur demandait de faire une analyse par semaine, finalement, ils font une analyse par an, de façon un petit peu aléatoire, par mois, pardon, de façon un petit peu aléatoire. Donc là, vous voyez qu'on commence à faire un suivi analytique au mois de novembre. On fait la dernière injection de BNO à la fin du mois de janvier, et puis on suit un peu ce qui se passe. Et vous voyez, on arrive sur le mois d'avril, le mois de mai. Qu'est-ce qui se passe? Notre petite arrivée de légionnaires traditionnelle. Du coup, on décide d'augmenter les consignes de biocide oxydant pour revenir à la normale. Du coup, on a une chute effectivement du traitement et puis après, on a fin mai, on a un nettoyage des tours, puisque c'est un circuit qui ne s'arrête jamais. Donc là, on fait juste le nettoyage des tours. Ce que je voulais vous faire remarquer sur ce graphique-là, c'est qu'en bleu, c'est l'eau d'appoint. Alors, l'eau d'appoint, vous voyez qu'elle est assez défavorable puisque en vert et en jaune, vous avez les limites basses et hausses de tolérance pour la qualité d'eau d'appoint. Donc, notre eau d'appoint est toujours au-dessus. On a une charge microbienne importante qui arrive. Ce qui me rassure, c'est que l'eau de notre circuit en rouge, eh bien, elle est plus faible. C'est-à-dire que l'on a à ce moment-là, notre traitement biocide, il est suffisamment efficace pour abattre la flore microbienne qui arrive dans notre circuit. Maintenant, ce que je constate, c'est qu'effectivement, après l'arrêt du BNO, eh bien, notre eau a eu tendance à réaugmenter. Alors, bon, là, on a une chute. Je pense qu'il y a eu des travaux importants au niveau des tours et du coup, on a dû faire beaucoup plus circuler l'eau d'appoint que précédemment. Donc ça, c'est important effectivement pour notre conduite à venir. Et pour l'instant, je n'ai pas la suite de l'histoire, mais ce qui est certain, c'est que là, j'ai redemandé à ce qu'il passe à un suivi hebdomadaire de la TP-métrie, avec systématiquement la mesure sur l'eau d'appoint et sur l'eau du circuit. Et on va continuer à voir sur les mois à venir si l'absence d'injection de BNO nous permet quand même de garder notre qualité d'eau, qui était plutôt pas mal, correcte. Juste ce graphique de droite, et je me dépêche, c'est un indicateur que je trouve très intéressant et qui est important à mener, c'est chaque fois de comparer la teneur en ATP dans l'eau du circuit par rapport à la teneur en ATP dans l'eau qui arrive. Quand tout se passe bien, on est à 0 ou en dessous de 0. Ça veut dire que on a plus de
notre traitement biocide est efficace et quand on dépasse 0, ça veut dire qu'on a de la prolifération dans notre circuit, que notre circuit aide au développement lésionnel. Hein. Et ça, c'est une alerte aussi intéressante, au-delà de simplement des valeurs réelles d'ATP-métrie. Et donc, juste pour conclure très, très rapidement, c'est une super technologie, l'ATP-métrie quantitative. C'est utilisable par nos équipes terrain, mais il faut vraiment les accompagner, il faut vraiment leur expliquer ce que c'est que la microbio, il faut vraiment être derrière pour insister pour qu'ils maintiennent, parce qu'ils ont vite tendance à lâcher les choses, hein, et parce que c'est contraignant par rapport à leur quotidien, enfin contraignant, c'est différent de leur quotidien. Et là encore, sur mon deuxième point, c'est que ma ligne de base, avant la bascule de la stratégie, pour moi, elle est bien insuffisante sur ce site. Hein. C'est-à-dire que pendant 2-3 mois avant de choisir de changer de stratégie, il faut établir la teneur en ATP à peu près classique sur notre circuit, parce que tous les circuits sont différents. Il y en a qui vont être à 3 logs et il y en a d'autres qui seront à 5 logs en permanence. Et donc, il faut connaître notre circuit par l'ATP et ensuite seulement on peut enclencher la bascule. Et puis, j'attire aussi votre attention sur le fait de ne pas réagir sur une élévation d'ATP. Ça, je l'ai vu sur un certain nombre d'autres sites, hein, où on voit l'ATP qui monte et alors c'est le branle-bas de combat, on fait un traitement choc et finalement, à force de surréagir, eh bien, on déstructure complètement l'écosystème et derrière, c'est la galère pour le retranquilliser et pour voir du coup l'ATP-métrie chuter. Et il vaut mieux attendre la semaine suivante, revoir si la tendance est confirmée. Voilà, un petit retour d'expérience très rapide. Hein. Merci pour votre Merci beaucoup, attention. Marie-Ève. Merci. Allez, je passe la main. Merci. Donc, on passe la main à Anne de la société Eger. Donc, ton micro est coupé, Anne. Vous m'entendez? Voilà. Oui, on t'entend. Est-ce que vous voyez bien la présentation? On voit ta présentation. Parfait. Alors bonjour à tous, moi donc, je m'appelle Anne Heft, je suis responsable environnement donc, dans une usine de production de panneaux à base de bois et donc responsable aussi de la gestion du tour de refroidissement. Donc on va faire un petit retour d'expérience sur nous, ce qu'on a vécu dans nos tours, les difficultés qu'on a rencontrées et puis effectivement comment l'ATP-métrie nous a aidé à maîtriser maintenant notre circuit et ne plus avoir ce genre de problème. Donc, pour remettre juste un petit peu dans le contexte, donc, la société Eger produit des panneaux à base de bois. Donc, vous pouvez voir sur l'image ici. Pour notre production, on a besoin d'énergie, notamment d'énergie sous forme vapeur. Et donc, du coup, nous avons en place une cogénération qui permet de produire cette vapeur et de produire de l'électricité. Toute la vapeur non consommée par le process ou par la production d'électricité et donc après l'énergie est dissipée sur les tours de refroidissement. Donc, les tours de refroidissement que nous avons sur site, c'est des tours Baltimore. Donc, nous en avons 4 pour une puissance totale de 22 MW. On a un circuit qui représente 330 mètres cubes en tout, donc 30 mètres cubes de circuit et 300 mètres cubes de bassin sous les tours de refroidissement, avec une température d'entrée à environ de 53 degrés pour une sortie à 30 degrés. Donc nous, en ODA Point, au départ de l'installation, donc en 2018, nous avions une ODA Point qui était de l'eau de rivière, donc une eau de surface traitée, donc avec une filtration. L'injection d'un antitartre et anticorrosion, un biodispersant et un biocide oxydant. Donc depuis le départ de l'installation, on a un biocide oxydant qui était injecté au départ de façon discontinue. Donc ce biocide oxydant, c'est la génération en fait, de dioxyde de chlore à l'aide de chlorite et d'acide chlorhydrique. Et nous avons aussi une injection discontinue, donc hebdomadaire, de biocide non oxydant, comme vous en avez parlé précédemment. Donc, c'est quand même une stratégie de traitement assez lourde. Et malgré cette stratégie, on a eu 7 dépassements de seuil de 1000 UFC et 2 dépassements de seuil de 100 000 UFC en Legionella pneumophila. Donc, qui dit dépassement, dit forcément action corrective. Et donc, en cas de dépassement de seuil de 100 000 UFC, c'est évidemment arrêt de l'installation de production d'énergie pour nettoyage mécanique. Donc, c'est un impact économique très important.
Du coup, pour arriver à mieux maîtriser notre circuit, parce qu'en fait, initialement, on n'avait que les mesures réglementaires. Ces mesures réglementaires, malheureusement, elles ont un temps d'analyse qui est long, ce qui fait que on s'est retrouvé à avoir des dépassements de seuil de 100 000 UFC, puisqu'on a reçu en fait l'analyse après avoir fait le prélèvement suivant. C'est-à-dire qu'on avait eu un résultat d'analyse à 1000 UFC qu'on a reçu et on avait fait l'autre prélèvement avant. Donc, le prélèvement suivant est revenu avec un résultat supérieur à 100 000 UFC. Donc, à partir de là, on s'est dit il faut maintenant qu'on trouve des solutions pour arriver à mieux suivre notre circuit et donc, on va dire, de manière plus courte en termes de délai d'analyse et donc de temps d'action. Donc, on avait testé plusieurs choses. Donc, notre traiteur d'eau avait testé tout ce qui était deep slide. Donc, comme on a vu, hein, les techniques, c'est facile à mettre en œuvre. C'est des tests terrain assez rapide, mais nécessite quand même une étuve. Nous, on avait essayé le kit C4 Hydro sur site. Malheureusement, il s'est retrouvé aussi compliqué à utiliser, alors très compliqué en matière d'analyse de laboratoire, puisque c'est en fait de la culture, hein, donc du coup, c'est résultat sous 48 heures, mais beaucoup de flore interférentes, très difficile quand on n'a pas un laboratoire de microbiologie, et ça reste un investissement coûteux au départ d'acheter ce kit. Et donc, du coup, suite aux différentes problématiques qu'on avait et aux essais qu'on a pu faire, on a essayé de chercher d'autres solutions. Et donc, c'est là qu'on est tombé sur l'ATP-métrie, donc par l'intermédiaire de GL Biocontrol, qui nous a beaucoup aidé à maîtriser maintenant notre circuit. Et donc, en 2020, donc, suite à notre deuxième dépassement de seuil, on a dit il faut qu'on fasse quelque chose. Et donc, on a commencé par une cartographie ATP de l'ensemble de notre circuit. Donc là, vous avez quelques éléments du circuit. Donc, on voit qu'on est quasiment à 5 logs sur l'eau de rivière. Après, donc on a 2020, 2021, 2022. Donc 2020, on n'avait pas mis d'action en place. Donc voilà, pas de choses supplémentaires. Et puis 2021, 2022, on voit quelques actions. Donc, ce qu'on peut voir, c'est sur l'eau d'appoint notamment. On parlait donc tout à l'heure l'importance de l'eau d'appoint. Au départ, l'eau d'appoint était relativement élevée, autour de 4 logs, donc après filtration, puisque ça, c'est l'eau de rivière brute. Et 2021-2022, on descend à 2,5. Et on descend encore, vous verrez dans les graphiques un petit peu plus tard qu'à l'heure actuelle, on est encore un petit peu plus bas. Donc, la première étape qu'on a mis en place, c'est une désinfection de l'eau d'appoint avec de l'hypochlorite de sodium, donc de la javel, ce qui nous a permis de réduire de manière très importante, du coup, cette charge bactérienne qui arrive. Et on peut voir aussi, du coup, au niveau du circuit, toute la suite, qu'entre 2020 et 2021 et 2022, du coup, forcément, ça a eu un impact aussi dessus, que ce soit l'eau d'appoint ou les modifications qu'on a pu faire sur le circuit. Donc, sur le circuit, on est passé d'une injection, on va dire, discontinue à une injection continue, donc asservie à une mesure en ligne de potentiel redox. Donc, l'équivalent pour arriver à mesurer la quantité de bioxyde d'oxydant qu'on injecte. Et on a intégré la mesure ATP dans notre plan de surveillance, donc en faisant des mesures 2 fois par semaine sur l'eau d'appoint et sur l'autre circuit. Ces mesures 2 fois par semaine, elles nous permettent aussi de réagir et de voir en fait des évolutions plutôt que d'attendre une fois par mois, 2 fois par semaine, de pouvoir ajuster notre consigne d'ORP. C'est vraiment important et ça nous permet de ne plus avoir de dépassement. Donc c'est ce que je vous disais, les paramètres physico-chimiques de l'eau, forcément, ils sont à suivre aussi. Une eau de rivière étant une eau variable, très variable, forcément, la conductivité, pH, turbidité sont des paramètres importants. On mesure également donc 2 fois par semaine le chlore libre dans l'eau, le résiduel de chlore libre, pour vérifier qu'on a toujours une bonne désinfection. Et l'ATP également sur la même périodicité. Donc, toutes ces mesures qui ont été mises en place nous ont permis vraiment de maîtriser beaucoup mieux le circuit et donc tout ce qui est développement dans le circuit. Donc là, vous voyez le plan de surveillance et de biosurveillance de l'eau d'appoint. Donc, on voit qu'on a pas mal de variations au début de la mise en place de l'ATP-métrie ici, puisque forcément, on a mis en place l'ATP-métrie, mais également les actions de désinfection, et qu'après, on est plutôt stable dans le temps jusque 2023. Là où je vous disais tout à l'heure qu'on allait avoir encore une chute, c'est-à-dire qu'ici, on est sur de l'eau de rivière avec injection de javel. Puis, on a changé notre source d'approvisionnement d'eau d'appoint et on est passé sur de l'eau de forage
Donc l'eau de forage, forcément, comme on va chercher cette eau à 240 mètres de profondeur, elle a aussi beaucoup moins de biomasse présente, ce qui fait que l'eau de forage plus une chloration donc bien moindre nous permet de redescendre encore d'un niveau sur la quantité de log présente dans l'eau d'appoint. Donc ça, c'est vraiment une donnée très importante pour nous pour la maîtrise de notre circuit de refroidissement. Et ensuite, vous avez l'eau de circuit, donc qu'on mesure toujours sur les mêmes fréquences, où on voit qu'on est bien en dessous, enfin on est en dessous du seuil de surveillance, et donc forcément, dès lors qu'on va pouvoir passer à certains moments au-dessus de ces 4 logs, on va mettre en place des actions qui sont précisées donc, dans notre plan de surveillance. Donc ça va être ajuster l'ORP en fonction, augmenter un tout petit peu la quantité de produits qu'on va injecter. Donc, ça nous permet vraiment de maîtriser toute l'installation et donc de ne plus avoir de dépassement. Vous avez donc l'historique en fait de nos dépassements. Alors, je n'ai pas continué la courbe jusque maintenant parce que c'est une courbe plate. On n'a eu plus aucun dépassement. Donc, sur les mesures réglementaires, là où on en avait, vous voyez, un certain nombre en matière de dépassement de seuil de 1000 UFC, de flore interférente et les dépassements à 100 000 que vous voyez jusqu'à 2020, ça a été très compliqué de gérer cette installation. Depuis qu'on a repris toute la partie traitement d'eau et amélioré ce traitement d'eau et cette surveillance, on voit qu'à partir de maintenant, on n'a plus aucun dépassement et que donc le circuit est maîtrisé. Donc, en conclusion, la mise en œuvre de la biosurveillance en fait, de notre circuit, elle a quand même permis d'identifier donc, toutes les zones propices au développement biologique, donc notamment la partie eau d'appoint qui n'était pas traitée, et donc de supprimer ou de gérer ces zones, donc de chlorer l'eau d'appoint, d'adapter et d'optimiser donc, la stratégie de traitement, donc en fait tout simplement de changer le mode d'injection qui était donc discontinu par un mode d'injection continu, qui a permis vraiment aussi d'aider à la maîtrise du circuit, d'anticiper les dérives. Donc forcément, l'ATP augmente un petit peu, les logs augmentent un petit peu, on va tout de suite réagir et ne pas attendre forcément qu'on ne puisse avoir une dérive. Et pour à la fin éviter tout ce qui arrête production, puisque c'est notre objectif de continuer à produire et de ne pas avoir cette phase qui est compliquée pour tout le monde. Voilà, pour moi, c'est tout pour ce retour d'expérience et je vous remercie d'avoir écouté notre petit retour. Merci beaucoup, Anne, pour ce retour très intéressant. Et on laisse désormais la parole à Laurence de la société BWT. Bonjour, je mets ma caméra juste le temps de me présenter. Donc, je suis ingénieure technico-commerciale en traitement d'eau chez BWT pour l'agence Est Île-de-France. Donc, je vais vous présenter un retour d'expérience. Peut-être que je partage mon écran, ça va mieux marcher. C'est pas mal, oui. Bon. C'est bon, vous voyez? Non, on a toujours la présentation de Anne. D'accord. Alors. Enfin, en tout cas, moi. Voilà. Hop. Ah, c'est peut-être parce relance que... le partage. Ouais. Voilà. Là, je ça pense va que arriver. c'est bon. C'est bon. Oui, c'est bon. Tu peux le passer en diaporama Je vais si tu veux. mettre en Voilà. diapo, s'il veut Yes. bien. Voilà, c'est bon. Parfait. Donc déjà, merci à GLB Control et à toi, Nicolas, de nous avoir invités pour ce retour d'expérience donc sur l'évaluation de l'efficacité des opérations de nettoyage et désinfection que nous faisons ensemble depuis de plusieurs années, donc sur le site de IDEX La Défense. Donc très rapidement, parce que le temps est un peu compté, une présentation de notre société BWT, qui est un groupe familial fondé en 1990 et qui est présent dans 33 pays sous forme de filiales ou de partenaires BWT. Donc en chiffres, BWT, c'est 6 000 collaborateurs dans le monde, dont 600 collaborateurs pour BWT France. C'est un chiffre d'affaires de 1,4 milliard d'euros pour l'ensemble du groupe BWT, dont 140 millions d'euros pour BWT France. Donc, nous avons 12 sites de production dans le monde, dont 3 sites qui sont en France. Donc, ces 3 sites, un est situé à Saint-Denis, qui est aussi notre siège social. Sur ce site, sur cette usine, on va faire de l'assemblage d'adoucisseurs et aussi il y a l'atelier industrie.
Vous avez aussi l'usine de Quatre-Champs dans les Ardennes, qui est notre usine de fabrication des produits formulés. Et enfin, l'usine 10 sur Tille, qui est en Côte d'Or et qui fait du rotomoulage, essentiellement pour les bacs à sel de nos adoucisseurs. Nous avons une présence sur tout le territoire avec 7 établissements qui sont dispatchés en 4 zones. Dans ces établissements, vous allez avoir des techniciens, donc 180 techniciens répartis sur toute la France et 40 chimistes, que ce soit des technico-commerciaux ou des technico-analystes qui aussi sont répartis sur toute la France. Donc cette organisation, en fait, va nous permettre d'avoir une offre globale à 360 degrés, que ce soit au niveau équipement, produits formulés ou services. On est aussi spécialisé par marché, donc on a 5 marchés, l'habitat individuel, l'ORECA, les industries, le collectif tertiaire et la pharmabiotechnologie. Donc, cette spécialisation par marché nous a permis d'améliorer notre expertise, d'optimiser aussi notre qualité de service, qui peut renforcer donc la satisfaction client. Pour nous, notre stratégie, c'est vraiment ce qu'on appelle la stratégie PRP. C'est la stratégie donc préserver la ressource en eau, réduire les consommations énergétiques et protéger le milieu naturel. Donc ça, c'est vraiment dans le cadre d'une amélioration de l'emprise environnementale, tant au niveau de la qualité que de la quantité des eaux qui vont être utilisées ou rejetées. Donc, je suis là pour présenter donc un REX sur la centrale IDEX La Défense. Donc, je vous la présente quand même en quelques chiffres. Donc, cette centrale enfin, IDEX La Défense est un concessionnaire dans le cadre d'une DSP, concessionnaire du syndicat Généria, qui gère le quartier d'affaires et d'habitation de La Défense. Et donc, ils propose la production et la distribution de chaleur et de froid dans le cadre de cette DSP. Donc, sur la centrale, il y a 36 tours aéro-réfrigérantes qui sont alimentées en eau de Seine adoucie mitigée. La puissance totale de ces 36 tours aéro-réfrigérantes est de 130 MW et le volume du réseau de refroidissement est de 800 m3. Donc, comme vous pouvez le voir sur la photo, c'est une centrale qui est vraiment en zone urbaine dense, puisqu'on peut voir à l'angle gauche en bas qu'il y a des habitations qui sont proches, et puis on voit aussi la Grande Arche de la Défense qui est quand même très près. Le traitement préventif sur ces tours aéros, donc vous avez un traitement inhibiteur de corrosion qui est pour l'instant le BWT-CS 1003, mais qui est en train de basculer sur un produit de chimie alternatif qui est le BWT Eco 80010, donc un produit qui est sans phosphore et diminué en azote. Le traitement biocide oxydant, lui, est assuré par 2 générateurs BWT EcoMX. C'est une injection qui est faite en régulé avec une mesure de chlore. Il y a un traitement inhibiteur de corrosion spécifique du cuivre en complément, qui est le BWT Eco 84020, qui est un inhibiteur de cuivre sans azote. Le partenariat avec IDEX La Défense et avec GL Biocontrol est assez ancien puisqu'on travaille sur cette centrale depuis plus de 25 ans avec eux. Et la première collaboration avec GL Biocontrol date de 2012. Et donc, c'était effectivement pour faire un suivi en temps réel de la désinfection des tours aéros à la demande du client. En parallèle du REX que je vais vous présenter juste après, il y a aussi d'autres choses qui ont été mises en place avec GL Biocontrol sur ce site, notamment la réalisation de cartographies annuelles, donc faites toujours avant le suivi en temps réel de la désinfection. Et ces cartographies nous ont permis aussi d'améliorer des choses sur ce site en dehors du suivi de la désinfection. Notamment, ça nous a permis de mettre en place vraiment des seuils de surveillance ATP bien précis et surtout en relation avec la particularité de l'eau d'alimentation des tours, donc qui est de l'eau de Seine. Ça nous a permis de mettre en place un suivi ATP hebdomadaire, puisque nous, on a un suivi hebdomadaire sur cette centrale. Donc, un suivi vraiment hebdomadaire spécifique sur des points les plus représentatifs du circuit de refroidissement pour avoir vraiment des KPI vraiment bien représentatifs.
Et aussi, ça nous a permis de valider les évolutions de stratégie de traitement. Donc, quand il a été mis en place un biodispersant en continu, suite au changement dans la réglementation de la rubrique 29-21, et aussi quand on a mis en place les éco-MX. Donc, pour en venir vraiment au cœur du REX, donc, ce qu'on fait en fait avec GL Biocontrol, c'est un suivi euh, de la désinfection, du nettoyage et désinfection des tours aéro-réfrigérantes sur l'installation. Ce suivi va nous permettre de valider notamment cette désinfection. Alors, la désinfection, elle est en 3 étapes sur cette installation. La première étape, c'est le nettoyage chimique à l'aide d'un biodispersant. La deuxième étape, c'est la purge soutenue. Et la troisième étape, c'est la désinfection chimique à l'aide d'un biocide oxydant qui, dans ce cadre, est le BWT CS 3018. Donc, vous voyez sur la courbe à gauche, le suivi de l'étape numéro 1, donc le nettoyage chimique. Donc, en premier, on fait une analyse AT0 pour savoir de combien on part en ATP. Ensuite, il y a une injection du biodispersant et on suit l'augmentation de la charge bactérienne dans l'eau circulante suite à cette injection de biodispersant. Donc, on suit en fait le décrochage du biofilm. À partir d'un certain temps, on voit apparaître un plateau indiqué plateau haut, qui lui va nous montrer en fait qu'on est arrivé à la fin de cette étape numéro 1, qu'il n'y a plus besoin de rajouter de biodispersant, que tout le biofilm a été décroché. Donc quand on arrive à la fin de cette étape 1, mais on peut lancer la purge soutenue. Donc sur ce réseau qui est quand même un réseau de volume important, on n'a pas la possibilité en temps de faire une vidange totale. On fait une vidange environ 500 mètres cubes sur les 800 mètres cubes du volume d'eau. Le lendemain matin, on passe à l'étape numéro 3, qui est donc la désinfection chimique, le choc en lui-même. Donc là, pareil, on refait une mesure de l'ATP AT0 dans le circuit, mais aussi sur l'eau d'appoint, pour vérifier que l'eau d'appoint est toujours de bonne qualité. Ensuite, on injecte le biocide oxydant et là, on suit l'abattement de la charge bactérienne dans l'eau circulante. Et on valide la désinfection une fois qu'on a atteint au moins 2 logs d'abattement entre le T0 et la dernière mesure. Lorsqu'on est arrivé à ces 2 logs, on considère que la désinfection est validée. Alors, mettre en place ce suivi ATP, ça n'a pas juste, on l'a fait à la demande du client, mais ça nous a amené vraiment énormément de plus-value, en fait, de mettre cet ATP en place. Déjà, ça nous a permis de voir des évolutions à mettre sur la procédure de désinfection annuelle, notamment au niveau du biocide à mettre en œuvre. Ça nous a permis d'évoluer, de changer le biocide qu'on mettait en œuvre pour mettre un biocide qui avait une efficacité plus importante et avec une quantité moindre. Ça nous a permis de diminuer les quantités mises en œuvre de biodispersants et biocides oxydants parce que justement, avant, on n'avait pas de visu à quel moment on arrivait au plateau, que ce soit sur le biodispersant ou à quel moment on arrivait vraiment à la fin de la désinfection choc. Et là, avec cette mesure d'ATP, en fait, on peut vraiment savoir à quel moment s'arrêter. Donc, au lieu d'être sur un temps théorique, on est vraiment sur un temps réel. Donc, ça a vraiment permis de diminuer les quantités mises en œuvre de produits et aussi d'optimiser la durée globale de la désinfection annuelle. Parce que bon, chez les industriels, effectivement, comme on met quand même les tours aéro-réfrigérantes, la ventilation à l'arrêt, pour eux, c'est quand même problématique. Ils doivent fournir du froid 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à la défense et ils ont besoin quand même de pouvoir assez rapidement se remettre en mode de fonctionnement normal, on va dire. Donc ça, vraiment, d'avoir ce suivi ATP, ça nous a vraiment permis de diminuer cette durée globale de la désinfection. Ça nous permet d'avoir une validation réglementaire de l'efficacité de la phase de nettoyage, donc de fournir à notre client non seulement un compte rendu
de la désinfection, mais aussi une validation que cette désinfection a été efficace. Et enfin, ça nous permet aussi une sécurisation du risque légionnel en zone urbaine dense. Voilà, ça en est fini pour ma présentation. Ben, merci beaucoup, Laurence. Très En intéressant prie. aussi. C'est top. Bah, écoutez, on a un petit peu de retard et j'en suis désolé. Donc, nous allons mettre fin à ce webinaire. Un grand, grand, grand merci à tous d'avoir été présents. Nous étions presque une centaine. Merci à nos présentateurs aussi. Je vous avais dit qu'on aurait un petit moment pour répondre à des questions. Ça va être un petit peu compliqué vu l'heure. Néanmoins, vous allez recevoir la présentation. Vous avez nos coordonnées, euh, notre adresse mail ainsi que nos numéros de téléphone sur les présentations. Vous n'hésitez surtout pas à nous envoyer un petit message ou nous appeler pour qu'on puisse répondre à vos questions si vous en avez sur le sujet. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, un bon week-end et à très bientôt. Et nous vous tiendrons au courant des prochaines sessions webinaires de GL Biocontrol. Au revoir à tous. Merci, au revoir. Merci, au Merci, au revoir. revoir. Fin de l'événement. Oh.